Salut les geeks, c'est Adrien, bienvenue dans mon laboratoire. Je me trouve ici à l'Institut Pasteur de Lille. L'Institut Pasteur, c'est un centre de recherche. On y fait des recherches sur beaucoup de maladies, on essaie d'y trouver des vaccins. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez qu'il est important pour moi cette année de vous parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, on va parler de la recherche sur le cancer. On va faire un bond dans l'histoire de 120 ans et on va même avoir l'occasion de visiter un vrai laboratoire de recherche où ils font des expériences certainement beaucoup plus impressionnantes que les miennes, en tout cas beaucoup plus utiles. Dans quelques instants, on va aller visiter, vous et moi, le musée de l'Institut Pasteur de Lille. On rencontrera la professeure Abadi, on pourra visiter des laboratoires et ça c'est super cool. Mais il faut d'abord que je vous explique comment s'est mise en place cette vidéo. Il y a quelques semaines, je vous en parlais sur Instagram, des étudiants de l'école ICEFAC à Lille m'ont contacté. C'est une école qui enseigne notamment dans les domaines du luxe, de l'événementiel, de la communication, du sport et de l'e-sport. Mais le plus important, c'est que les étudiants ont monté une association qu'ils ont appelée le Lab. Et au sein de leur association, ils ont monté un super projet qu'ils ont appelé Mars en ballon. Durant tout le mois de mars, ils ont monté une campagne de récolte de dons en déposant des jarres de collecte dans plus de 600 entreprises dans le Nord. Leur but, reverser tout l'argent récolté en faveur de l'Institut Pasteur de Lille pour la recherche sur le cancer. Moi, c'est une cause qui me tient très à cœur. Mon papa a été emporté par un cancer du poumon il y a quelques années. Je remercie à fond les étudiants qui m'ont choisi comme parrain de ce projet. Leur accueil, il a été formidable. Grâce à eux, j'ai pu être reçu au sein de l'Institut Pasteur. Très heureux d'aborder en toute humilité ce genre de sujet sur ma chaîne. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti. On va commencer par faire un voyage de 120 ans en arrière. Et on arrive ici dans les anciens labos de l'Institut Pasteur de Lille. Vous inquiétez pas, c'est des labos qu'on va aller voir tout à l'heure. À l'époque, qu'est-ce qui se passe à Lille? Il y a une grosse épidémie de diphtérie. La diphtérie, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est en fait. C'est pas la chiasse? À l'époque, il y a une grosse épidémie de diphtérie qui touche les ouvriers du Nord. Et il y a la nécessité de créer un institut où on peut les soigner. D'où la création de cet Institut Pasteur à Lille. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi Louis Pasteur a révolutionné l'univers scientifique. Et ben en fait, c'est simplement le scientifique qui a mis en évidence l'existence d'un monde invisible, c'est-à-dire l'existence de microbes, et également très connu pour avoir mis au point le vaccin contre la rage. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir des rageux et des haters en commentaire. Pour ça, on n'a pas encore de vaccin. Il y a forcément un terme que vous connaissez, c'est la pasteurisation. On achète bien du lait pasteurisé. Ça vient effectivement de Louis Pasteur. Pourquoi? Étant donné qu'il a découvert l'existence des microbes, il fallait bien s'en protéger de ces microbes. Il a mis au point la pasteurisation, c'est simplement le fait de chauffer par exemple du lait pour le conserver et le mettre à l'abri des bactéries et pouvoir le boire avec du chocolat pic. J'ai un petit jeu pour vous en commentaire, vous allez pouvoir participer. Avez-vous l'âme d'un grand scientifique en vous, tel Louis Pasteur? Regardez ce que j'ai à mes pieds. À votre avis, quel est cet objet qui ressemble à pas grand chose à vrai dire, qui a à peu près plus de 100 ans, qui a une trappe ici et qu'on appelle un autoclave? Eh ben c'est assez simple à trouver. On parlait de Louis Pasteur, on parlait de pasteurisation. Et bien ici, cet autoclave, c'est le premier stérilisateur qui a existé à l'époque. Parmi toutes les découvertes de Louis Pasteur, il y en a une qui s'est faite par hasard. Vous savez, un peu comme les bêtises de Combray, ces bonbons-là, ils ont été faits par hasard. Et bien Louis Pasteur, il a découvert le vaccin du choléra des poules. Oui, je sais, ça existe, tout à fait par hasard. En fait, alors qu'il faisait des recherches sur cette maladie, il a oublié une souche de bactéries sur sa paillasse dans son laboratoire. Il a quand même décidé de l'injecter à des poules. Et qu'est-ce qu'il constate? Les poules, elles ont déclaré la maladie, mais elles résistent. Et il venait tout simplement d'inventer le vaccin du choléra des poules totalement par hasard. C'est fou comme anecdote. Bon, le reste, il l'a pas fait par hasard non plus. Hein. Le gars avait un petit peu de talent. Je vous ai expliqué que Louis Pasteur avait découvert le monde de l'invisible, les bactéries. Et comment on faisait pour travailler avec des bactéries à l'époque? De la même manière qu'aujourd'hui. C'est un petit peu évolué, mais regardez, on fait des cultures de bactéries. Pour analyser les bactéries, on les met dans des milieux de culture, dans des boîtes de pétri, c'est ce que vous voyez actuellement. C'est même ce qu'on appelle la bactériologie, et regardez un petit peu. Quelqu'un ici a fait un bisou sur cette boîte de pétri, et on voit exactement toutes les bactéries qu'il y a quand vous échangez un baiser. Mais il y a pire, regardez un petit peu le nombre de bactéries qu'il y a sur une lunette de toilette, là où vous vous asseyez. Et il y en a beaucoup, c'est tous les petits points noirs que vous voyez ici. Pareil, ici on a posé des pièces de monnaie sur la boîte de pétri, et on voit effectivement toutes les bactéries qui étaient sur les pièces. Et il est temps d'aller voir comment la recherche elle a évolué depuis 120 ans. Allons visiter un vrai laboratoire, rencontrons une vraie professeure qui travaille sur le cancer. Alors je suis avec la professeure Abadi, bonjour. Ici on est au sein de votre laboratoire, on peut l'appeler comme ça. Oui. Quel est votre métier ici? Moi actuellement je dirige une unité de recherche qui concerne la recherche contre le cancer. Je travaille sur la question de comprendre pourquoi finalement la plupart des cancers chez l'homme se développent préférentiellement chez les personnes âgées. La recherche qu'on fait, ça consiste déjà d'une part à essayer de comprendre les mécanismes du vieillissement et donc en quoi ces mécanismes moléculaires et cellulaires du vieillissement peuvent favoriser l'apparition d'un cancer. Et la question que je me pose un petit peu comme la plupart des gens, c'est comment on cherche, comment on s'organise, comment on travaille, quel est son quotidien? Ça consiste à faire des expériences
Donc nous, dans nos domaines de recherche, on travaille beaucoup avec des cellules en culture, des cellules humaines. On va essayer d'aller examiner l'activité de certaines molécules. Est-ce que les protéines interagissent entre elles? Quand elles sont présentes, qu'est-ce que ça modifie sur la cellule? Est-ce que la cellule va plus proliférer ou est-ce que la cellule va plus mourir? Nous, on imagine que vous manipulez des éprouvettes puis que ça fait de la fumée. Non, généralement, ça fait pas de fumée. Quand ça fait de la fumée, c'est pas très bon pour les cellules, hein, quand même. Ça va exploser, je te le donne. Pour trouver quelque chose de significatif, c'est au moins 4 ans, entre 4 ans et 10 ans, pour avoir un nouveau résultat. Au sens de la recherche, c'est-à-dire un résultat qu'on va publier dans une revue scientifique qui va être diffusée à l'ensemble de la communauté de recherche internationale. Et comment vous faites pour financer la recherche et comment est utilisé l'argent? Donc le personnel en France, la plupart du temps, ce sont des fonctionnaires. Donc moi par exemple, je suis professeur à l'université, je consacre à peu près la moitié de mon temps à faire de l'enseignement à l'université. Après il y a des personnels chercheurs à temps plein, soit des personnels du CNRS, soit des personnels de l'INSERM. Il y a également des personnels rémunérés par l'Institut Pasteur de Lille. On doit trouver l'essentiel de nos financements pour faire tourner le laboratoire au quotidien. On a des dotations, ce qu'on appelle des dotations, c'est-à-dire l'argent qui arrive de nos institutions. Pour mon unité, c'est l'université et principalement le CNRS. Donc le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique. Cette dotation récurrente qu'on a tous les ans, elle est totalement insuffisante pour faire tourner les laboratoires. Cet argent sert principalement à tous les petits équipements communs de base. Vous voyez, les boîtes de gants, les rouleaux de sopalin. Et donc les autres sources, c'est les associations caritatives ou les instituts comme l'Institut Pasteur de Lille. Et pour financer la recherche, n'importe qui peut aussi faire un don, c'est quelque chose dont on reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Merci beaucoup professeur Abadi d'avoir répondu à mes questions. Ici je me balade à l'intérieur des labos de l'Institut Pasteur de Lille. Alors c'est qu'une toute petite partie des labos, il y en a beaucoup ici, mais ça va être l'occasion de visiter un peu et puis de voir un petit peu à quoi servent quelques machines. Ah, chambre froide, moi j'ai connu parce que je travaillais dans le commerce. On conserve principalement les milieux de culture, qui contiennent en fait toutes les substances nécessaires à la croissance des cellules. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre nos cellules, sur lesquelles on fera des recherches, des analyses. C'est pour qu'elles restent en vie en fait. Qu'elles restent vivantes et qu'elles prolifèrent aussi. Pour travailler sur les cellules, on a un microscope qui est bien sûr connecté à l'ordinateur. Il y a des cellules qui poussent attachées les unes aux autres pour faire des petits îlots. Donc celles-là, elles ressemblent plus à des cellules normales. Et vous en avez qui sont séparées là, qui ont des espèces de petites antennes là, qui sont plus étirées. Et celles-là, ça ressemble plus à des cellules cancéreuses. Donc déjà visuellement, on peut voir les cellules cancéreuses ici grâce au microscope. C'est une première indication. Voilà. Ici, on est dans un laboratoire de culture cellulaire. Il y a des choses assez sympas comme cette hotte qui s'appelle un poste de sécurité microbiologique. On vient de me le souffler à l'oreille. Je vous montre à quoi ça ressemble. C'est stérile parce que juste ici, on a une grille d'air qui souffle de l'air qui est filtré en continu. Ça crée une barrière stérile pour qu'ils puissent travailler, pas contaminer les cellules. Et une fois que tu as fini de travailler sur tes cellules, tu les mets au frigo. C'est pas un frigo, c'est à 37 c'est pas un frigo. C'est à 37 degrés. Ça reproduit la température interne du corps humain. Ça, je crois que j'ai déjà vu à la télé. On met les petites éprouvettes ici, et puis ça tourne et ça décante. C'est une centrifugeuse, même principe que la centrifugeuse à salade que vous avez pour essorer la salade. On met des tubes comme ça dedans. À des vitesses de 800 G, on peut centrifuger des cellules, qui sont des structures assez grosses à l'échelle auquel on travaille. D'accord. Les cellules, on les tourne on les centrifuge à 800 G à peu près pour qu'elles sédimentent. Une fois j'ai fait un vol à 4 G, j'ai été malade. Let's go! Find the horizon. On a des ultracentrifugeuses à l'autre bout du laboratoire. Elles tournent à plusieurs centaines de milliers de G. Les ultracentrifugeuses, c'est pour récupérer des composés dans les cellules, par exemple des mitochondries. Pardon, excuse-moi, c'était mon trépied. C'est les aléas du direct. Qui sont des petits éléments à l'intérieur des cellules. Donc là, si on veut qu'elles sédimentent, il faut tourner à des vitesses encore plus importantes. On voit beaucoup de flasques partout, beaucoup de petites fioles. Voilà. J'ose toucher à rien, moi. Ce que je peux vous montrer, c'est par exemple ce type d'appareils, qui sont des petits appareils de base. On dirait quelque chose pour prendre la température. En fait, ça ressemble plus à une pipette. Donc une pipette, si je vous montre une pipette, ça peut ressembler à des choses que vous avez vues au collège ou au lycée. Ça, c'est une pipette aussi, mais ça va permettre de pipeter des volumes entre 2 et 20 microlitres. On met un embout jetable
la pipette. Vous allez prendre 50 microlitres Voilà. d'eau, mais on va pas le voir. 50 Si, 50 microlitres, c'est une microlitres, goutte. c'est déjà beaucoup. Voilà, ça fait quand même une grosse goutte. 50 Ah oui, microlitres. d'accord. Ici, on a une goutte de 50 microlitres et juste à côté, une goutte de 5 microlitres. Autant vous dire que c'est tout petit. 5 microlitres, c'est vraiment classiquement des volumes sur lesquels on travaille. Alors juste ici, on a un monsieur qui est en train de travailler sur de l'ADN avec les petites pipettes qu'on a vues. Tout est mis au froid, en fait, sous glace. Et monsieur remplit les petites pipettes, je sais pas si c'est le terme exact. Et on voit qu'il y en a beaucoup à remplir. On vous souhaite bon courage. Merci. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi aujourd'hui on a parlé de recherche sur le cancer, pourquoi on a parlé de Louis Pasteur. Mon papa est parti d'un cancer du poumon il y a quelques années. J'aimerais beaucoup qu'on puisse guérir tous les cancers du monde. Et pour ce faire, il faut que la recherche avance, il faut que la recherche ait des fonds. Et si vous voulez faire avancer la recherche, je vous invite à passer sur le site de l'Institut Pasteur de Lille. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur leur travail, leur recherche. Et si le cœur vous en dit, vous avez la possibilité d'y faire un petit don. Et si vous êtes trop jeune, parlez-en à vos parents. Si vous pouvez pas faire de dons, et ben parlez-en autour de vous. Tous les gestes sont importants. Je vous laisse tous les liens dans la description qui concernent l'école ICEFAC, si jamais ça vous branche de faire des études là-dedans. Vous avez également un lien concernant l'Institut Pasteur de Lille, que vous soyez à la recherche d'informations ou que vous souhaitiez faire un don, faites avancer la recherche. Et puis pour les plus fainéants d'entre vous, je sais qu'aussi on peut faire des dons par SMS. Moi je vais me réinstaller dans mon petit salon parce que j'adore le décor et je voulais simplement vous dire que c'était un vrai plaisir d'aborder un sujet un petit peu plus sérieux que d'habitude, qui me tenait vraiment très à cœur. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi sur cette vidéo. Petit pouce bleu si vous avez apprécié, abonnez-vous si c'est pas le cas, partagez auprès de vos amis pour soutenir la cause et la chaîne. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures les geeks. Et n'oubliez pas que si la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao.